Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je dois vous dire que quand j'étais jeune chirurgien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, debout comme je suis là, appuyé contre la table d'opération, plongeant mes mains à l'intérieur du corps du malade pour aller en extraire un cancer de vessie ou de la prostate, je n'imaginais pas que je me retrouverais moins de 15 ans plus tard assis à distance de la table, à une console de travail, maniant des joysticks et télémanipulant des bras articulés qui, eux, faisaient le boulot à ma place, sachant que ma main est extrêmement limitée. La pronosupination, ce qu'on appelle entre le radius et le cubitus, m'amène à faire 180-190 degrés, alors qu'un bras télémanipulé fait 360 degrés, 1000 fois dans un sens, 1000 fois dans l'autre. Donc je me retrouvais physiquement en dessous du système que les ingénieurs avaient créé. C'est très désagréable. Quand on a un métier qui est un métier où la tête parle aux mains, c'est très désagréable. Et je me suis posé à un moment la question de me dire, mais est-ce que je vais continuer dans cette voie? Est-ce que la chirurgie va devenir de l'automation? Ou est-ce qu'il y aura encore une place au manuel? Bien évidemment, ne jamais rester derrière, et je me suis embarqué avec une compagnie américaine, Intuitive Surgical, qui a développé le fameux robot que l'on voit partout dans le monde. Et je suis allé dans la Silicon Valley, à Mountain View, pour travailler avec eux sur des sujets anatomiques, c'est-à-dire faire des opérations sur des cadavres de donateurs pour améliorer la technique qui au début était extrêmement rudimentaire. Il y avait des étincelles qui passaient à travers les branchements, enfin bref, peu à peu on est arrivé à créer un produit de grande qualité et je ne le regrette pas parce que c'est vrai que ces instruments nous aident. Et si je vais plus loin en matière de médecine, je fonctionne en fait comme un ordinateur. Je fonctionne par algorithme. Je vais chercher des éléments, j'en élimine d'autres pour arriver à 2-3 hypothèses et si je suis un bon médecin, tomber sur la bonne. Donc je fonctionne tous les jours par algorithme. Et je sais que la machine, parfois fait mieux, ou en tout cas, lorsque je l'utilise et que j'y rajoute mon intelligence, j'améliore le résultat en termes de diagnostic. On le sait maintenant. Une étude toute récente vient d'être sortie sur les cancers du sein, les mammographies dans les cancers du sein. Certaines études préalables avaient indiqué que la machine faisait mieux que l'œil du radiologue. Et là, la nouvelle métasérie sur plus de 300 000 mammographies étudiées chez 150 000 femmes montre que finalement, l'homme, le très bon spécialiste, fait mieux, arrive à du 88-90%. La machine ou les différents ordinateurs qui ont été utilisés, les différentes intelligences artificielles qui ont été utilisées arrivent à peu près 80%, mais que les deux combinés, on passe à 93-94%. Donc on voit bien que c'est la combinaison de la puissance et de la faculté que nous avons, parfois au prix d'éléments extrêmement succincts, de décider, et accompagné par la machine qui est capable d'aller chercher des hypothèses ou des idées auxquelles on ne pense pas, que nous arrivons à améliorer nos scores en termes de diagnostic en matière de médecine. Donc il va falloir que je travaille tous les jours, de plus en plus, avec ces instruments à côté de moi. Je n'ai pas besoin de les avoir dans la tête, ce n'est pas la peine d'aller me pucer le cerveau pour essayer d'avoir plus d'intelligence. On en reparlera cela à la fin de mon exposé sur l'homme augmenté. Et puis si je regarde en matière de médecine, après le diagnostic, vient la question de l'indication du traitement. Quel choix faire lorsqu'on a un cancer du sein ou de prostate? Et là encore, l'intelligence artificielle, bien évidemment, va m'aider à partir de données multiples venant de milliers et de milliers de malades, ces données qui pourront m'aider à guider celui ou celle qui est en face de moi et qui est toujours perturbé, bien évidemment, dont le raisonnement est floué par la rudesse de l'annonce. Et donc c'est là encore l'instrument qui peut m'aider à l'éclairer sur les résultats, sachant que de toute façon c'est l'homme qui décide, enfin l'homme générique avec un grand H. Car que voulez-vous, si la machine vous dit que dans un cancer de prostate du stade 2 simple, sans métastase, vous avez 90% de chances de guérison par la chirurgie et 90,5% par la radiothérapie, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous taper un forum sur Internet qui va vous horrifier parce qu'on y dit n'importe quoi. Donc vous allez voir quoi? Celui ou celle qui connaît. Donc le rôle du médecin ne va plus être celui qui sait vraiment, mais celui qui a l'expérience.
Et que c'est par l'expérience des années, c'est pour ça que je fais un métier merveilleux, parce que plus on est vieux, meilleur on est. C'est quand même pas banal. Mais au moins, en tout cas, en matière de consultation, je ne parle pas d'acte opératoire, il y a un âge, le mien, auquel il faut savoir s'arrêter. Mais sinon, en termes d'expérience, bien évidemment, de relations humaines, c'est tout ce que demande le malade par rapport à la machine. Représentez-vous l'horreur d'un patient qui se retrouve avec Alexa, là, son chatbot, qui lui indique qu'il est anxieux, il a eu des biopsies il y a quelque temps, et la machine lui répond, vous savez, avec la voix de Scarlett Johansson dans Her, bonjour, vous avez un cancer de la prostate stade 2 grade 3, tapez 1 pour avoir le compte-rendu, 2 pour choisir le traitement, 3 pour avoir un conseiller. Eh bien, vous allez taper 3 immédiatement. Et vous allez chercher celui ou celle qui va vous aider, vous rassurer, vous expliquer, mettre en perspective ce qui vous arrive par rapport à qui vous êtes. Donc on voit bien que, là encore, l'intelligence artificielle sera aidante en matière d'indication du traitement, du bon choix du traitement, mais la décision humaine restera bien évidemment primordiale. Et puis, le troisième point en matière de médecine, c'est qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on a décidé du traitement, eh bien, il s'agit de l'effection du traitement. Et là, je vous en ai parlé au début, en matière de chirurgie, dans le métier qui est le mien, la robotique, qui n'en est pas une, du reste, ce n'est que de la télémanipulation. Il y a eu quelques tentatives de robots, notamment pour faire des enclouages de col du fémur, avec un alésage au dixième de millimètre, mais c'était très lent et très lent. Et en gros, cela n'apportait pas véritablement d'amélioration par rapport à la pratique humaine. Donc pour l'instant, on est sur de la télémanipulation. Je suis à distance, j'ai mes joysticks, je travaille avec des systèmes experts qui permettent qui me facilitent le travail parce que je peux travailler au dixième de millimètre et même si j'ai un Parkinson, je ne transmets pas mes tremblements aux bras téléarticulés qui eux fonctionnent comme ça. Mais on n'est pas dans de la robotique vraie. C'est-à-dire que je ne dis pas à la machine, voilà, va opérer, va retirer le cancer de la prostate, et je reviens voir si le résultat est bon. Pas du tout. Elle est incapable de le faire, parce que nous sommes pleins d'imprévus. Et si nous regardons, c'est extrêmement difficile de modéliser une intervention chirurgicale. Autant on peut aboutir à un vol sans instrument, un atterrissage sans instrument, où le pilote ne voit rien, il est dans le brouillard complet. Pourquoi? Parce que la piste est toujours à la même altitude, elle fait la même longueur, elle a la même largeur et elle a la même inclinaison. Et on sait qu'elle est vide. Voilà. Et il y a juste les conditions climatiques qui se modifient, mais qui sont tout à fait quasiment modélisables. Alors que moi, lorsque j'opère, je transforme l'anatomie. Lorsque l'avion atterrit, il n'enfonce pas le tarmac avec ses roues au fur et à mesure qu'il freine. Moi, quand j'opère à l'intérieur de l'abdomen, je bouge l'anatomie en permanence. Donc il est impossible de modéliser une intervention donnée. On peut très bien modéliser des systèmes d'apprentissage à faire des sutures, des coagulations, mais ça reste très basique. Mais dès qu'on rentre dans la chirurgie vraie, il est impossible de modéliser. Et en plus, vous n'avez pas un cas pareil, absolument un cas pareil, que ce soit en orthopédie ou en chirurgie, ce qu'on appelle du mou. Tout est différent d'un malade à l'autre. Et donc, ça serait... Enfin, je ne vois pas comment, aujourd'hui, et pas avant, peut-être jamais, on arriverait à modéliser. Sachez en outre que le coût d'un simulateur de vol est à peu près de l'ordre du tiers du coût de l'avion. Donc quand vous avez un Airbus de 60 millions, le simulateur sur lequel les pilotes s'entraînent régulièrement est à 15-20 millions. Je vois mal nos hôpitaux français dans l'état où ils sont être capables d'acheter 15 millions un système pour une intervention donnée. Donc on est bien loin là de ce que peut faire l'homme, et que l'apprentissage, le compagnonnage humain entre chirurgiens anciens et jeunes reste la clé absolue du bon savoir-faire à terme.